Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre web-série où nous poursuivons notre découverte de l'histoire de Joseph et de ses frères, cette fameuse fratrie un peu conflictuelle, avec le professeur André Ouénin, professeur d'exégèse à l'Université catholique de Louvain. Professeur Ouénin, bonjour. Nous sommes toujours dans cette histoire. Ils sont revenus de leur voyage en Égypte, ils sont revenus sans un frère, Siméon qui est resté en otage. Est-ce qu'ils sont revenus avec suffisamment de nourriture pour tenir le temps de cette famine qu'avait annoncé Joseph? Évidemment non. Donc, il pensait, comme spontanément on le pense, qu'il y a une mauvaise année qui crée une famine. Et donc, une fois que l'année sera passée... et c'est d'ailleurs là-dessus que compte Jacob, c'est que, soupçonnant ses fils de vouloir aller vendre Benjamin, il les empêche de descendre en disant « il n'y a plus de problème ». Et donc, d'une certaine manière, Jacob sacrifie Siméon et les frères sacrifient aussi leurs frères, signe qu'ils ne sont pas vraiment prêts à la fraternité. Mais donc, évidemment, les vivres s'épuisent et Jacob, marchant sur des œufs, leur dit « retournez en Égypte, nous acheter un petit peu de nourriture ». Vraiment comme quelqu'un qui a peur. Et donc, les frères repartent. Mais cette fois-ci, il faut partir avec Benjamin. Et là, c'est Juda qui va intervenir auprès de son père. Donc, Ruben avait échoué, mais Juda va intervenir. Et Juda va le faire, au fond, parce qu'il a compris des choses grâce à Tamar. En fait, Juda, il comprend bien son père, puisqu'il est exactement dans la même position. Il a perdu 2 fils. Et il a tremblé pour le 3e. Jacob a perdu 2 fils, Joseph et Siméon, et il est en train de trembler pour Benjamin. Autrement dit, il est en empathie avec un père dont il peut comprendre la souffrance. En même temps, Tamar lui a fait une leçon. C'est que vouloir garder la vie, protéger la vie pour ne pas qu'elle meure, c'est aller à la mort. Et c'est exactement ce qu'il dit à son père. C'est que garder Benjamin, eh bien, c'est une question de vie ou de mort pour tout le monde. Donc, d'une certaine manière, Juda apprend à son père comment on est père, c'est-à-dire en acceptant que Benjamin s'en aille avec ses frères, en acceptant d'une certaine façon le manque. D'ailleurs, c'est les derniers mots de Jacob à ce moment-là, lorsqu'il accepte que finalement Benjamin s'en aille avec ses frères, il souligne en disant « Voilà, je suis privé d'enfants, eh bien je suis privé d'enfants », acceptant ainsi la douleur de perdre un fils, avec l'incertitude de ce qui pourrait lui arriver en voyage, mais parce que c'est la seule manière de faire en sorte que la vie puisse l'emporter, en tout cas donner des chances à la vie de traverser la situation de mort qui est celle-là. Et donc, Benjamin s'en va avec ses frères, ils arrivent en Égypte, Joseph les voit arriver, il dit à son majordome de les emmener à la maison parce qu'il va manger avec eux. Les frères commencent à paniquer parce qu'ils n'ont pas été reçus par Joseph lui-même et qu'ils sont emmenés et se disent « Oh là là, c'est à cause de l'argent qu'on a retrouvé dans nos sacs, on va tomber sur nous, sur nos ânes pour nous prendre, etc. » En fait, ils arrivent à la maison. Et on leur rend Siméon, tout se passe bien. Et alors, voilà, ils arrivent, ils sont dans le calme, ils vont manger avec Joseph, tout va bien quoi, pour eux. En fait, ils ont ramené de l'argent, bien sûr, pour acheter. Et ils ont même acheté des cadeaux que le père a donnés pour amadouer cet homme, pour qu'il se montre miséricordieux par rapport à Benjamin. Joseph arrive, il a des conversations en disant « Tiens, votre père, est-ce qu'il est encore en vie ?» etc. Évidemment, Joseph veut savoir si, à ce moment-là, est-ce que Jacob vit toujours ou bien est-ce qu'il ne vit plus. Oui, il est encore en vie. Mais là, il parle quelle langue? Il utilise toujours son traducteur ou bien en fait, on ne le dit plus, mais le code, c'est qu'il continue à parler par traduction. C'est clair. Et alors, il voit Benjamin. Et il demande, il lui dit que Dieu te bénisse, mon fils, c'est béni, donc c'est les 3 premières lettres du mot Benjamin. Et Joseph, émotionné, doit chercher un endroit pour aller pleurer, il se lave le visage, il revient et il les invite à manger. Et alors, il va pendant ce petit repas qu'il va organiser, en fait, il va mettre plusieurs signes de telle sorte que les frères puissent le reconnaître. Par exemple, il les met à table par ordre de taille, par ordre d'âge, pardon. Or, ce sont tous des fils adultes. Qui peut savoir quel âge ils ont pour les mettre comme ça? Eh bien, donc voilà, il envoie 2, 3 signes. Un autre signe, c'est qu'il va combler Benjamin, il va envoyer des parts du repas 5 fois plus à Benjamin qu'aux autres. Et donc, il laisse des signes comme ça qui pourrait être quelqu'un qui les connaît bien, d'une certaine manière, mais ils ne vont pas le reconnaître. Et la finale du texte, c'est qu'ils mangèrent et ils burent avec lui et ils s'enivrèrent. Joseph s'enivre peut-être parce que déçu de ne pas avoir été reconnu. Les autres s'enivrent parce qu'en fait, on peut se laisser aller, puisque maintenant tout va bien. On va repartir avec le blé, Benjamin, Siméon et tout. Donc tout est bien qui finit bien, pour eux en tout cas. Et puis,
Et puis, voilà, suspense. En fait, le lendemain matin, Joseph demande à son majordome de remplir les sacs, de remettre l'argent dans chaque sac, signe, vous avez toujours une dette envers moi, et de cacher sa coupe dans le sac de Benjamin. Les frères s'en vont, Joseph envoie son majordome, il arrête les frères, vous avez volé la coupe, fouille des sacs. En fait, c'est de nouveau un épisode que les frères avaient déjà vécu dans leur propre famille, cette fouille d'un objet volé, etc. Mais de nouveau, ce signe-là, ils ne vont pas le repérer. Évidemment, on va fouiller les sacs et on va tomber sur la coupe dans le sac de Benjamin. Et donc le majordome dit, voilà, on va le garder comme esclave, vous pouvez repartir. Non, on veut tous, on veut celui qui a volé la coupe, il va mourir et nous autres, on sera comme esclaves. Non, dit-il, alors ils rembarquent tous leurs sacs, signe qu'ils sont désormais solidaires de Benjamin. Parce qu'en fait, qu'est-ce que fait Joseph avec ce stratagème? Il met les frères dans la position de pouvoir se débarrasser du deuxième fils de Rachel, Benjamin, le préféré du père, et cette fois-ci avec bonne conscience, puisqu'il a volé. Donc il est en train de tester leur sens de la fraternité, est-ce qu'ils vont oui ou non être solidaires de Benjamin? Et en fait, ils se montrent solidaires de Benjamin, puisqu'ils remballent tous leurs sacs, ils remontent sur leurs ânes et ils retournent à la ville. Joseph les attend, et Joseph leur dit, voilà, celui qui a volé la coupe va rester mon esclave, vous pourrez repartir. Et Judas dit, non, nous, on va tous être esclaves ici. En fait, ce que Judas lui-même dit, c'est Dieu qui a trouvé la faute de tes serviteurs. Autrement dit, Dieu a fait remonter une vieille faute et maintenant on est en train de la payer. Donc nous allons rester esclaves parce que nous avons fait du mal à notre père et à Joseph, et Benjamin, il sera esclave parce qu'il a volé la coupe. Joseph dit non. Celui qui a volé la coupe sera l'esclave et vous pouvez retourner en paix chez votre père. Tu imagines le genre de paix qu'ils vont pouvoir vivre lorsqu'ils vont rentrer sans Benjamin chez leur père. Et en fait, ce que Joseph est en train de faire, c'est « je vais garder le seul innocent et je renvoie tous les coupables » pour voir quelle va être leur réaction. Et alors Judas va se lancer dans une longue plaidoirie où il va essayer de convaincre Joseph de le garder lui comme esclave pour que Benjamin puisse retourner avec ses frères. Et c'est son seul argument qu'il répète 4 fois dans ce très long discours, qui est le plus long discours de la Genèse. Par 4 fois, il dit la même chose. « Mon père est en vie et mon père aime ce garçon. » Eh bien, moi, il faut absolument que je protège l'amour préférentiel de mon père pour mon petit frère. Et donc, pour cela, je m'offre comme esclave à sa place. Alors, c'est tout à fait extraordinaire parce que ça montre que ce qui, au début de l'histoire, avait été la cause de la haine des frères, devient maintenant la cause du sacrifice de Judas en faveur de son frère. Et donc là, clairement, les choses ont été renversées à 180 degrés, si je peux dire, et Joseph, à ce moment-là, va craquer d'une certaine manière, en voyant ainsi comment son frère Judas, qui avait proposé de vendre Joseph comme esclave, veut maintenant rester comme esclave à la place de son frère, pour ne pas avoir le malheur de son père lorsqu'il rentrerait sans son frère. Et ça va faire craquer Joseph, et donc ça c'est le chapitre 45, ça va faire craquer Joseph qui, d'une certaine manière, ne peut plus se contenir et va alors se dévoiler, se révéler, enfin se faire connaître de ses frères. Quand on voit ce récit de l'histoire de Joseph et ses frères, la personne de Judas a quand même une personnalité tout à fait fondamentale dans ce récit. On l'a bien vu dans le chapitre 38, on le voit, et puis on le revoit jouer un rôle très important. Ça veut dire quoi? Que c'est celui qui a vraiment compris par rapport aux autres frères, il a mieux compris toute la dynamique ou... C'est-à-dire que Judas est mis en évidence, parce qu'on a raconté de lui ce qu'il a pu vivre avec Tamar, donc ce qu'il a compris dans cette histoire traumatisante pour lui. Mais d'une certaine manière, dans le chapitre 44, lorsque Judas monte en première ligne au moment où Benjamin est accusé, on se rend bien compte que Judas, au fond, est le porte-parole de ses frères. D'ailleurs, il parle souvent en nous, comme s'il parlait avec tout le groupe des frères qui est solidaire de lui. Et donc, d'une certaine manière, Judas est un peu celui qui manifeste le retournement que l'ensemble des frères ont vécu et une forme de fraternité qu'ils ont découverte parce que, justement, Joseph les a fait repasser par ces instants où ils n'ont pas été frères, leur a montré le mal qu'ils ont fait aux autres, et c'est cette transformation-là, qui est aussi la transformation de Jacob d'ailleurs, qui accepte de laisser partir Benjamin avec ses frères,
Donc que ces transformations-là donnent toutes les garanties, en quelque sorte, pour que la fraternité puisse désormais se vivre dans cette famille. Donc une fraternité réconciliée. Je ne dirais pas réconciliée, parce que ça supposerait qu'il y ait conciliation au point de départ. Non, c'est une famille, une fratrie qui devient fraternelle. Ok, donc c'est vraiment, elle n'a jamais été en fait, il n'a jamais été fratrie. Voilà, c'est un des enseignements de l'histoire de Joseph, c'est qu'on ne naît pas frère, on le devient. Et on le devient en créant des relations véritablement fraternelles, par-delà la jalousie, par-delà la haine, par-delà toutes les tensions qui peuvent exister entre des frères. Eh bien, nous verrons alors dans notre dernière émission alors le dévoilement de Joseph et ce que cela va impliquer. Merci à vous, André Bénin. Nous arrivons au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. Je vous dis à très bientôt.